On se propose cette fois d'étudier le mouvement d'une balle qui est lancée par un lanceur selon un tir fixé à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Cette étude sera menée dans un premier temps par le pointage d'un enregistrement qui correspond à cette expérience. Donc il suffit là aussi de charger le fichier à partir du dossier où il se trouve. Comme dans la situation déjà étudiée des pointages, on va se fixer à choisir un étalonnage de telle sorte que, par exemple, la première position de la balle coïncide avec l'origine du repère d'espace. Ici, sur le tableau, on a marqué les étalons de longueur, c'est-à-dire que ici, on voit 1 mètre que l'on valide. On va valider aussi l'étalon vertical à 0,70 mètres. Voilà. Ici, on va pointer seulement la position de la balle, donc de son centre d'inertie précisément. Et on va faire une acquisition en fonction du temps. Donc le paramétrage ici par défaut nous convient tout à fait. Nous avons ici sur cette vidéo un intervalle de temps entre deux positions de 10 millisecondes. On pourrait en changer. On va pouvoir mettre par exemple un delta T de 20 millisecondes et démarrer le pointage à l'aide du bouton traitement. Donc ici, on va pointer en réalité une image sur deux. Première position, deuxième position, troisième position. On va ainsi suivre la balle dans toutes les positions repérables sur le fond de l'image. Le pointage ici est tout à fait classique. Le pointage, comme dans les cas précédents de pointage, nous donne la trajectoire de la balle. Qui se dessine au fur et à mesure du pointage. On commence à avoir une bonne idée de cette trajectoire qui a tout simplement la forme d'une parabole. Le but de l'étude théorique qui sera menée par la suite sera bien entendu de trouver les équations horaires du mouvement. Donc vitesse dans un premier temps, vecteur position dans un deuxième temps, et puis retrouver la forme de cette trajectoire qui nous apparaît véritablement être une parabole. Lorsque le pointage est terminé, on peut avoir accès au graphe. Ici, on voit en fait qu'il y a deux graphes qui vont nous être utiles. Le premier, ici, x de t, qui nous dit en réalité le mouvement en fonction du temps selon x. On voit que l'on a sensiblement une droite. Ça veut dire que selon x, si on regardait finalement le mouvement de la balle allongé sur le sol, on verrait la balle se déplacer de manière rectiligne
est uniforme. Si on regarde le mouvement selon Y, c'est-à-dire dans un plan vertical parallèle au plan dans lequel se trouve la balle, on voit que la balle monte jusqu'à une certaine hauteur, puis redescend. Et on voit que, en montant, le mouvement de la balle est retardé, et en descendant, il est accéléré. Ceci est traduit par cette courbe, ici, avec les petites croix jaunes. Donc là aussi, on peut modifier la forme des points pour rendre plus visibles les deux courbes. On pourra modéliser ces deux courbes. Alors la première va pouvoir être modélisée avec une droite, et on aura ici tout simplement l'équation de la droite. On voit que cette équation peut être là aussi exprimée mathématiquement sous la forme de x de t égale, eh bien ici on a 1,67 fois t, donc 1,67 fois t, plus un reste ici qui correspond à l'ordonnée à l'origine correspondant à x de t, et qui est de 1,87 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire pratiquement rien. Donc on peut laisser x de t sous cette forme-là. Donc x de t, c'est bien du coup l'abscisse du vecteur position de la balle. On fait de même pour l'équation correspondant à y de t, donc on va choisir ici y de t, et on obtiendra, on voit bien que le modèle qui va s'appliquer est un modèle parabolique, donc on va obtenir cette équation, donc qui va être de la forme 1/2 de at au carré plus bt fois plus c, et on va pouvoir écrire l'expression de y de t cette fois, qui va être égale donc à 1/2, donc 0,5 si on veut, étoile, donc il suffit de regarder ici 10,4 avec moins 10,4, on peut le mettre entre parenthèses, moins 10,4, donc multiplié par t au carré, donc dans la syntaxe informatique on tape le signe étoile, plus la valeur que l'on a ici qui donc est 4,05, donc on peut laisser avec 4,0 avec deux chiffres significatifs ici, étoile t, plus c, et donc c ici c'est moins 19,3, 10 exposant moins 3, c'est-à-dire pratiquement rien. On voit bien que effectivement le premier point ici à t égale 0, autant pour x que pour y, est pratiquement égal à 0. Le petit décalage vient tout simplement de l'ajustement du pointage de la première position. Donc voilà, on a ici donc une équation de la forme d'une fonction du second degré du temps. Bien entendu, on peut avoir accès cette fois aux coordonnées du vecteur vitesse. Il suffit tout simplement de dériver par rapport au temps les coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire dériver de x par rapport au temps. Ici, on a une droite, donc il est aisé de voir que la valeur de la vitesse selon x va rester constante, puisque ce sera le coefficient directeur de x de t. On aura donc ici une vitesse selon x qui ne va pas changer, qui est de 1,67, la valeur qu'on vient de voir s'afficher ici, et que par conséquent, eh bien, ça confirme que selon x, le mouvement est bien uniforme. Par contre, on va pouvoir avoir accès à la vitesse selon y en dérivant l'expression de y par rapport au temps. Donc ici, on va aller chercher la
l'onglet dérivés. En prenant dérivée de y, on aura ici vy de t, donc vy tout simplement. On va tracer cette courbe et on va voir que vy, eh bien, si on s'intéresse seulement à vy, on aura une valeur de vy qui sera positive dans un premier temps, puis négative dans un deuxième temps. Vy est une valeur algébrique. Alors, il faut comprendre que de la valeur t égale 0 jusqu'à une certaine valeur ici, le vecteur vitesse est dans le sens de l'axe OY et que par conséquent, la balle monte. Et puis, à partir de t égale la valeur que l'on a ici, qui est une valeur proche de 400 millisecondes, eh bien, la vitesse devient nulle. On est au sommet de la trajectoire et bien entendu, cette fois, la balle va descendre. Et donc, du coup, le vecteur vitesse a changé de sens. Il est vers le bas, alors que l'axe OY reste toujours vers le haut. On peut modéliser cette expression de la vitesse par une droite. Effectivement, on aura ici la droite et on aura son expression ici sous la forme AT plus B, c'est bien une fonction affine du temps, avec un coefficient directeur qui est A égale 9,98, donc pratiquement 10, plus la valeur de la vitesse que l'on a ici, qui correspond à la vitesse initiale de la bille lorsqu'elle est lancée au point de départ, mais naturellement la vitesse initiale selon Y. Donc, on peut noter cette expression ici, on va mettre vy de t, qui est donc égal à, on a dit, moins 9,98, on va mettre moins 10 étoile t, plus la vitesse ici 3,4, qui est la vitesse selon y, mais vitesse initiale selon y. Voilà donc les expressions du vecteur position, y de t, x de t d'abord, y de t, et les coordonnées du vecteur vitesse, vy de t et vx de t, vx de t et vy de t d'abord. On a vu que vx de t correspondait au coefficient directeur de la droite qui représentait x de t. Bien entendu, si on veut retrouver la trajectoire, eh bien, il faudra avoir y en fonction de x. Donc ici, dans l'onglet, dans la petite fenêtre abscisse, ici, on va mettre x. On aura ainsi, on va retrouver ici y en fonction de x, c'est-à-dire l'allure de la trajectoire. Dans ces conditions, eh bien, on retrouve le pointage, tout simplement le pointage qui a été fait initialement, et on peut modéliser cette courbe pour vérifier que effectivement la trajectoire est bien une parabole. Donc, on va modéliser par une parabole, et on aura donc ici les coefficients A, B et C qui correspondent à la parabole, qui va s'exprimer cette fois sous la forme y de x, c'est bien y en fonction de x, on va mettre grand x, égale, donc ici on a 1/2, donc on va retrouver l'équation de la parabole, 1/2, donc 0,5, donc multiplié par le coefficient que l'on trouve ici, moins 3,75, donc t, donc x au carré cette fois, donc fois x à la puissance 2, plus donc 2,44, 2,4 si on veut laisser avec deux chiffres significatifs. Ici j'aurais pu mettre aussi 3,8. Donc fois grand X plus eh bien, une valeur qui est très faible, moins 18,4 fois 10 puissance moins 3. Donc là aussi, on retrouve l'erreur de pointage au point de départ.
et par rapport à la modélisation qui s'applique. Donc, ici, on a bien une parabole selon x et une équation donc qui correspond bien à celle d'une parabole. Donc, toutes ces valeurs, tous ces coefficients qui ont été trouvés ici pourront être validés par une étude théorique à partir de la deuxième loi de Newton. Ici, on va étudier le mouvement d'une balle lancée dans le champ de pesanteur selon un angle alpha avec l'horizontale. Donc ici, il y a la représentation de ce qui s'est passé. On lance ici la balle selon un angle alpha avec l'horizontale, avec une vitesse représentée par le vecteur vitesse V0, dans le champ de pesanteur caractérisé par le vecteur champ de pesanteur G. On a ici une petite image de la trajectoire, on a vu qu'elle était parabolique, et on a représenté ici, dans une position donnée, le centre d'inertie de la balle G, sur lequel est appliquée, sur quelle balle est appliquée évidemment la force P, qui est le poids, qui pourra être considéré d'ailleurs comme étant la seule force appliquée en absence de frottement. Donc on va reprendre le plan d'étude habituel pour étudier le mouvement de cette balle et en particulier déterminer les équations horaires du mouvement. Donc le système étudié est la balle. Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Donc ce système balle est soumis donc à, elle est soumise à son poids P, dont l'expression vectorielle est P égale mg. Ici, on pourra appliquer la deuxième loi de Newton, qui indique que somme des forces est égale à dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Ici, la masse est constante. Donc, on pourra dire que somme des forces, c'est-à-dire tout simplement P, est égale à m fois le vecteur accélération du centre d'inertie, qui est A tout simplement ici. Bien entendu, m par ailleurs, donc P est égal à mg, donc en même temps égal à ma selon la deuxième loi de Newton, et on en déduit tout simplement que le vecteur accélération de la balle est égal à g. On va projeter cette expression vectorielle dans le système d'axes OX, OY, munis des vecteurs unitaires petit i et petit j qui ne sont pas représentés ici, mais qui peuvent être représentés ici, petit i, petit j, qui constituent donc la base orthonormée associée à ce système d'axes. Ici, le vecteur A dans cette base, donc dans la base, on peut l'écrire, O, I, J, ce qui veut dire, selon les axes OX et OY, on a donc le vecteur A qui a deux coordonnées ici, AX et AY,
Alors AX, le vecteur A qui est égal au vecteur G, le vecteur G étant vertical vers le bas, sa coordonnée selon X sera égale à 0. Selon AY, le vecteur G est vertical vers le bas, alors que l'axe OY est vertical vers le haut. Ça donnera AY égale moins G. Les coordonnées du vecteur V donc seront Vx et Vy. Ces coordonnées sont les primitives de AX et AY. Par conséquent, on va avoir comme coordonnées du vecteur V Vx primitive de 0, ce sera une constante que je vais appeler C1. Vy primitive de moins G, donc ça fera moins Gt plus une constante que je vais appeler C2. Ces constantes C1 et C2 sont déterminées par les conditions initiales. Alors, quelles sont les conditions initiales sur la vitesse? Donc, on a une condition initiale sur la vitesse, à savoir que à t égale 0, le vecteur vitesse est v0, dont les coordonnées sont v0 selon x, v0 selon y. Il suffit de regarder comment est le vecteur vitesse initial, c'est-à-dire ce vecteur vitesse que l'on a représenté ici. Donc, selon x, ce sera v0 cosinus de l'angle alpha, et selon y, v0 sinus de l'angle alpha. On voit bien que les coordonnées des vecteurs sont des grandeurs algébriques. On ne met donc pas de flèche sur aucune des grandeurs qui figurent dans les coordonnées. Donc, il faut que le vecteur vitesse à t égale 0, coïncide avec le vecteur vitesse initial. Donc ici on aura Vx pour t égale 0, ben, c'est très simple, ça donnera C1. Vy pour t égale 0, ça donnera C2. Eh bien on voit que C1 devra être égal à V0 cosinus alpha, et C2 devra être égal à V0 sinus alpha, puisque V à t égale 0 doit donner V0. Donc par conséquent, on aura pour finir donc C1 qui sera égal à V0 cosinus alpha. On aura C2 qui sera V0 sinus alpha, ce qui nous permettra de donner définitivement le vecteur vitesse à l'aide de ces coordonnées Vx égale V0 cosinus alpha et Vy égale V0 sinus alpha plus, ou plutôt moins Gt ici. Moins Gt. Voilà donc les coordonnées du vecteur vitesse. On aurait pu écrire moins Gt plus V0 sinus alpha d'abord. Pour avoir les coordonnées du vecteur position, les coordonnées du vecteur position vont s'écrire x et y. Ce sont les primitives du vecteur vitesse. Les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Donc, les primitives de Vx et de Vy. Donc, on aura OG qui va s'écrire donc pour x primitive de V0 cosinus alpha qui est une constante. Donc, ça fera V0 cosinus alpha fois t. Pour y, alors on va mettre moins gt devant pour Vy, donc ça fera primitive de moins gt moins 1,5 de gt au carré
plus V0 sinus alpha, plus une constante que j'ai oublié ici de donner pour x. Donc la primitive de V0 cosinus alpha, c'est V0 cosinus alpha t plus une constante C'1, et ici plus une constante C'2. Là aussi, les constantes C'1 et C'2 vont être déterminées par les conditions initiales. Alors, quelle est la condition initiale selon x? Eh bien, c'est que à t égale 0, la balle est à l'origine du repère. Donc, condition initiale pour le vecteur position, donc OG dans sa position initiale, à savoir, on aura x0 égale 0 et y0 égale 0. Donc, il faut que l'on ait aussi OG à t égale 0 égale à 0, alors que OG à t égale 0, dans l'expression de x, pour x à t égale 0, ça fera C'1, et pour y à t égale 0, on aura C'2. Donc pour que les choses soient cohérentes, on va trouver C'1 égale 0 et C'2 égale 0. On aura donc, pour finir, les coordonnées du vecteur position qui seront x égale V0 cosinus alpha fois t et y égale moins 1/2 de gt au carré plus V0 sinus alpha fois t. Voilà, on peut mettre une parenthèse ici pour bien séparer les constantes qui sont V0 cosinus alpha et V0 sinus alpha. Voilà donc les équations horaires du mouvement. On peut demander plus, en particulier l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire est tout simplement la courbe y égale f de x. Ça veut dire qu'entre x et y, on va éliminer la variable t. Donc si on met un indice 1 pour cette relation, un indice 2 pour celle-ci, à partir de 1, on va pouvoir trouver t égale x sur V0 cosinus alpha, que l'on va reporter dans 2. On va avoir donc y de x égale moins 1/2 de g t au carré, c'est-à-dire x au carré sur V0 cosinus alpha au carré, plus V0 sinus alpha multiplié par t, c'est-à-dire x sur V0 sinus V0 cosinus alpha. Alors, en procédant par un peu de simplification et d'arrangement, on aura donc y de x égale moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha fois x au carré, plus V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha, ça reviendra à faire sinus alpha sur cosinus alpha, c'est-à-dire tangente alpha, fois x. Alors on observe que, bien entendu, on a une équation qui est sous la forme canonique grand A x au carré plus bx, qui représente, bien entendu, l'équation d'une parabole. On a un facteur a ici qui est négatif, ça veut dire que la parabole est tournée vers les y négatifs, ce que l'on a observé effectivement sur l'étude expérimentale. Alors on peut continuer
l'étude en déterminant la hauteur maximale atteinte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la flèche, c'est-à-dire, si on reprend le schéma, ce serait la position atteinte par la balle au sommet de la trajectoire. On peut aussi déterminer ce qu'on appelle la portée, donc la flèche étant ici, la portée, c'est-à-dire la position la plus loin atteinte par la balle au moment où elle va tomber sur l'axe OX, et souvent ça peut être considéré comme étant la position tombée au sol. Alors là, bien entendu, eh bien, vous êtes renvoyé à l'étude à la recherche de points particuliers sur une parabole, comme vous avez pu le faire en mathématiques en classe de première S. Voilà donc comment on peut travailler avec cette deuxième loi de Newton pour étudier le mouvement d'une balle qui est lancée dans un champ de pesanteur avec un angle alpha quelconque. Alors souvent on précise la valeur de l'angle alpha et par conséquent on précise aussi la valeur de la vitesse initiale et par conséquent on peut avoir des équations horaires qui prennent une valeur numérique plus particulière que celles qui ont été données ici.